Et on commence par la fondamentale et donc par les organes introduits. Donc, qui dit organes, bien sûr, dit cellules. Et donc, on va commencer par les organes et les cellules de notre système immunitaire. Donc, normalement, vous avez tous une idée sur ce que c'est le système immunitaire, à quoi il sert, pourquoi il est constitué. Alors, par définition, donc, votre système immunitaire il est là pour vous protéger contre tout ce qui est étranger. Donc, il est là pour nous défendre. Donc, il nous défend contre quoi exactement? Contre tout ce qui est étranger. Et donc, on est dans tout ce qui est étranger, ce qui provient de l'extérieur, mais également tout ce qui appartient à l'organisme et qui est transformé et modifié. C'est ce qu'on appelle le soi modifié. Donc, il nous protège contre les agents étrangers, mais également contre le soi modifié. Et par définition, notre système immunitaire, il est tolérant vis-à-vis du soi normal. Donc, normalement, quand tout va bien dans votre organisme, le système immunitaire il ne s'attaque pas à votre organisme, sauf dans certaines circonstances. Donc, est-ce que vous connaissez les circonstances dans lesquelles votre système immunitaire s'attaque à ce qu'on appelle le soi normal? Non, cancer, c'est tout ce qui est transformé, comme les cellules tumorales. Oui. Les maladies? Non. Auto-immune. Oui, comme vient de dire votre camarade, les maladies, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Là, vous avez donc, tout est, bon, je ne dis pas que tout est normal dans votre organisme. Donc, vous avez des constituants de votre organisme qui sont attaqués, donc qui sont normaux, et qui sont attaqués par le système, votre système immunitaire. D'accord? Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Bon, il n'y a pas que les maladies auto-immunes. Votre système immunitaire peut produire, si vous voulez, des constituants contre le soi normal, mais ça peut être tout à fait physiologique. C'est ce qu'on appelle l'auto-immunité physiologique. Mais vous avez également ce qu'on appelle l'auto-immunité pathologique, où vous avez des constituants de votre système immunitaire qui s'attaquent donc à votre soi normal, et ça va s'accompagner de manifestations cliniques, c'est-à-dire que vous allez avoir des lésions donc de certains organes et tissus, et vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. D'accord? Mais par définition, chez une personne tout à fait normale, le système immunitaire est là pour la défendre, et donc il ne s'attaque pas normalement au soi, donc normal. Alors, notre système immunitaire, comme n'importe quel autre système, bien sûr, il est constitué d'organes et de tissus. Et qui dit organes et tissus, ça veut dire que vous avez des cellules là-dedans. Alors, votre système immunitaire ou notre système immunitaire, on peut le partager en deux. Vous êtes, donc, si vous voulez, il est constitué de deux grands groupes, voilà, de deux grands groupes d'organes. Vous avez les organes lymphoïdes périphériques, centraux ou primaires, ou primitifs, et vous avez les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Alors, quels sont les organes lymphoïdes primaires ou centraux? Vous avez la moelle osseuse, et bien sûr, vous avez le thymus, donc la moelle osseuse, et le thymus représente vos organes lymphoïdes primaires ou centraux. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires, qui sont représentés par les ganglions lymphatiques, par la rate, et par le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. D'accord? C'est-à-dire le tissu lymphoïde qu'on retrouve au niveau des muqueuses. Donc ce sont les organes lymphoïdes secondaires. Donc, les organes lymphoïdes primaires possèdent un certain nombre de fonctions et vos organes lymphoïdes secondaires possèdent également un certain nombre de fonctions. Alors, quelles sont les fonctions, à votre avis, assurées par les organes lymphoïdes primaires? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils produisent d'abord vos cellules
de l'immunité. Donc les cellules qui appartiennent à votre système immunitaire prennent naissance au niveau des organes lymphoïdes primaires ou bien donc centraux, et plus précisément au niveau de quel organe? Plus précisément au niveau de la moelle osseuse. Alors la moelle osseuse, c'est un organe hématopoïétique. Ça veut dire quoi? Il produit toutes les cellules, toutes les lignées cellulaires sanguines, toutes les cellules que vous retrouvez au niveau du sang prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. Et parmi les cellules qui prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, vous avez vos cellules donc immunitaires. D'accord? Alors, que se passe-t-il également au niveau des organes lymphoïdes primaires au centraux? Oui, maturation. Ça veut dire quoi, maturation? Quand vous parlez de maturation, oui. Quand vous avez des cellules qui naissent, donc c'est comme un nouveau-né. D'accord? Un nouveau-né, il ne peut pas marcher, il ne parle pas. Bon, il ne fonctionne pas, tout simplement. Donc là, il faut lui apprendre, il faut qu'il grandisse, d'accord? Donc c'est la même chose pour vos cellules. Quand elles naissent, elles sont, si vous voulez, c'est des cellules qui sont immatures, qui sont donc non fonctionnelles. Donc ce sont des cellules qui doivent apprendre, à qui on doit apprendre. Donc elles doivent subir un certain nombre d'étapes de maturation pour à la fin vous donner quoi? Pour qu'elles puissent vous donner des cellules matures, fonctionnelles, c'est-à-dire des cellules capables de vous défendre. D'accord? Et quand la cellule, quand elle vient de naître, c'est une cellule qui est incapable de fonctionner parce qu'elle est encore jeune, elle n'a pas donc acquis les fonctions donc, qui lui permettent de nous défendre. D'accord? Donc c'est une cellule qui est tout à fait vierge, si vous voulez. Donc, n'importe quelle cellule que vous prenez dans votre organisme, c'est une cellule qui porte quoi à sa surface? Elle porte un certain nombre de molécules. Donc, et ces molécules, chacune possède une fonction. Donc, parmi les molécules donc, que vous avez à la surface de vos cellules, vous avez par exemple des récepteurs. Mais il n'y a pas que des récepteurs. Il y a d'autres molécules qui assurent d'autres fonctions. D'accord? Donc, je ne sais pas. Par exemple, si je prends le cas d'un lymphocyte T, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une idée sur le lymphocyte T. Alors, à votre avis, quelle est la molécule par excellence qui porte à sa surface? Il porte le CD8. Bon, on verra par la suite c'est quoi le CD8, c'est quoi le CD4. Mais il porte quoi? Le HLA. Et quoi d'autre qui est très important pour la fonction de la cellule? C'est le récepteur spécifique de l'antigène, c'est le TCR, le T-cell receptor, c'est-à-dire le récepteur spécifique de l'antigène qui permet à votre cellule d'assurer une fonction très importante qui est la reconnaissance de l'agent étranger. D'accord? Ce récepteur permet au lymphocyte T de reconnaître un agent étranger. Et ça, c'est très important pour la cellule T. Et d'ailleurs, le TCR, c'est un marqueur de lignée. Ça veut dire quoi? Il n'est retrouvé que sur le lymphocyte T. Vous ne le trouvez pas ailleurs. D'accord? Et donc, à la surface donc, de vos cellules, que ce soit les cellules de l'immunité ou les autres lignées cellulaires, donc vous avez un certain nombre de molécules. Il y a certaines molécules donc, qui appartiennent uniquement à une lignée cellulaire donnée, comme l'exemple du TCR pour les lymphocytes T. Mais vous avez d'autres molécules qui sont partagées par différentes lignées cellulaires. D'accord? Et chaque molécule, chaque groupe de molécules possède une fonction, ou des fonctions qui lui sont appropriées. D'accord? Alors, quand la cellule naît au début, elle n'a rien à sa surface. Il n'y a aucune molécule à sa surface. Et s'il n'y a aucune molécule à sa surface, c'est une cellule que vous ne pouvez pas identifier. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'elle ne porte aucune molécule qui vous permette de dire ça c'est un T, c'est un B, etc. Là, une cellule NK, ou là, un érythrocyte, ou là, d'accord? Là, vous ne pouvez pas. Donc, au début, à la naissance de la cellule, elle est vierge. Donc, on dit qu'elle est indifférenciée. On ne peut pas la différencier.
C'est-à-dire que c'est une cellule quelconque. On va venir c'est un TMB là, d'accord? Alors, si elle est M différenciée, donc elle est également immature, d'accord? Donc elle est encore jeune. Donc, et si elle est immature, ça veut dire qu'elle ne peut exercer aucune fonction. Donc elle n'est pas fonctionnelle. Et pour qu'elle puisse vous donner par la suite une cellule différenciée, mature et fonctionnelle, donc elle va passer par un certain nombre d'étapes de maturation. Elle va grandir tout simplement. D'accord? Et elle va grandir à quel niveau? Elle va grandir au niveau des organes lymphoïdes centraux. C'est-à-dire la maturation de vos cellules de l'immunité se fait au niveau des organes lymphoïdes centraux. C'est la deuxième fonction des organes lymphoïdes centraux. Alors vous avez une troisième fonction qui est très importante, donc au niveau des organes lymphoïdes centraux. À votre avis, c'est laquelle? Quand on a dit naissance, les cellules de l'immunité. Qui dit naissance, ça veut dire que vous allez avoir le renouvellement également des cellules de l'immunité. Donc vos cellules possèdent une durée de vie. Donc après cette durée de vie, les cellules vont mourir. Bien sûr, elles sont remplacées par de nouvelles cellules. Et le renouvellement des cellules de l'immunité se fait bien sûr toujours au niveau de la moelle osseuse, c'est-à-dire au niveau des organes lymphoïdes centraux. Ça, c'est la naissance et le renouvellement. Deuxième fonction, c'est la maturation. Troisième fonction, qui est une fonction très importante. Vous avez naissance. Qui dit naissance, ça veut dire que vous allez avoir le renouvellement des cellules de l'immunité. Deuxième fonction, c'est la maturation de ces cellules de l'immunité. Et troisième fonction, c'est l'apprentissage. Alors, ça veut dire quoi? L'apprentissage. Je vous ai dit, c'est des cellules donc, qui ne connaissent rien. Donc, on va leur apprendre. On va leur apprendre quoi exactement? Les cellules de l'immunité, c'est des cellules qui nous défendent contre tout ce qui est étranger. Et normalement, ces cellules ne devraient pas s'attaquer au soi normal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des organes centraux? On va leur apprendre à faire la différence entre le soi et le non-soi. D'accord? Il faut qu'elles arrivent à faire la différence entre les deux, entre ce qui est étranger et ce qui appartient à l'organisme. Et cet apprentissage, il se fait également au niveau des organes lymphoïdes centraux. Ce sont les principales fonctions, si vous voulez, des organes lymphoïdes centraux. Naissance des cellules de l'immunité, maturation de ces mêmes cellules et apprentissage donc des cellules de l'immunité, c'est-à-dire faire la différence entre le soi et le non-soi. Alors, que se passe-t-il alors au niveau des organes lymphoïdes périphériques? Oui. Donc, ils représentent le lieu de rencontre entre tout ce qui est étranger et les cellules de l'immunité. D'accord? Donc, c'est là où vous allez avoir la rencontre donc, entre antigènes ou la molécule étrangère des cellules de l'immunité. C'est ce qu'on appelle la rencontre, on l'appelle comment? Réaction immunitaire. Ça veut dire c'est le lieu de vos réactions immunitaires. Et qui dit réaction immunitaire, ça veut dire rencontre entre les agents étrangers et vos cellules de l'immunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cellules de l'immunité prennent naissance au niveau des organes lymphoïdes centraux. Quand elles terminent leur maturation et leur apprentissage, elles vont quitter les organes lymphoïdes centraux pour aller où? Pour aller au niveau des organes périphériques, où elles vont exercer leur fonction, c'est-à-dire nous défendre contre tout ce qui est étranger. Alors, on va commencer par les organes lymphoïdes primaires. Et donc, on va parler un peu. Donc là, je ne rentre pas vraiment dans les détails, c'est pas vraiment important. Donc, on va parler un peu donc, des cellules qu'on va retrouver au niveau donc, des différents organes, leur localisation et l'apprentissage de fruits. Alors, la moelle osseuse, c'est un organe qui assure, si vous voulez, une double fonction. C'est un organe hématopoïétique, c'est-à-dire qu'il va donner naissance aux différentes lignées cellulaires sanguines, mais c'est un organe lymphoïde central également. Donc, organe hématopoïétique, mais également un organe lymphoïde central. Alors, pourquoi on lui donne le nom d'organe lymphoïde central?
central également. Pourquoi il est classé dans les organes lymphoïdes centraux? Parce que, ça, la production c'est l'antenne hématopoïétique. Tout simplement parce qu'il assure la maturation donc des lymphocytes B, donc du lignée cellulaire qui appartient à votre système immunitaire, qui sont donc les lymphocytes B. C'est pour cette raison qu'on parle d'organes lymphoïdes central. Donc vous l'avez ici sur. Et au niveau de la moelle osseuse, donc vous avez également l'apprentissage des lymphocytes B, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, les lymphocytes B apprennent à faire la différence entre le soin et le non-soin. D'accord? Donc, organe hématopoïétique, la moelle osseuse, bien sûr, comme son nom l'indique, vous allez la retrouver au niveau des os. Et donc, c'est un organe hématopoïétique parce qu'elle donne naissance aux différentes lignées cellulaires sanguines, mais c'est également un organe lymphoïde central parce qu'elle assure la maturation des lymphocytes et l'apprentissage de ces mêmes cellules. Normalement, c'est des choses qui sont connues. Donc, ce sont des trucs que vous connaissez déjà. Donc, c'est pas la peine de s'attarder trop là-dessus. Alors, donc, au niveau de la moelle osseuse prennent naissance les cellules, toutes les lignées cellulaires sanguines. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont les lignées, donc les cellules de notre système immunitaire. Alors, notre système immunitaire possède différentes lignées cellulaires, parmi lesquelles, donc on les classe comment? Les cellules de notre système immunitaire. On va les classer comment? Vous avez des cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire innée, non spécifique, et vous avez les cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire spécifique, acquise spécifique. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, avec le portable, ne vous prenez pas sur son photo et ne vous enregistrez pas, vous n'avez pas le droit, d'accord? Qu'on soit bien clair. Alors, donc, toutes les lignées cellulaires sanguines prennent naissance au niveau de la moelle osseuse et plus précisément au niveau d'une cellule qu'on appelle la cellule souche hématopoïétique. Donc, cette cellule souche hématopoïétique, on appelle également cellule souche multipotente ou pluripotente, c'est elle qui va vous donner naissance aux globules rouges, aux globules blancs, plaquettes, aux cellules de l'immunité, etc. Toutes les lignées cellulaires sanguines. Cette cellule souche hématopoïétique, elle va vous donner deux autres cellules souches. Elle va vous donner la cellule souche myéloïde et la cellule souche lymphoïde. Alors, la cellule souche lymphoïde, comme son nom l'indique, elle va donner naissance à quelle cellule? Aux lymphocytes. D'accord? Et la cellule souche myéloïde, elle va donner naissance aux autres lignées cellulaires sanguines, c'est-à-dire vous avez uniquement les cellules de l'immunité, d'accord? Mais donc, sur notre schéma, vous avez toutes les autres lignées cellulaires sanguines. Donc, la cellule souche myéloïde, elle donne naissance aux polynucléaires, qui sont des cellules de l'immunité. Elle donne naissance aux monocytes macrophages, qui sont également des cellules de l'immunité. Elle donne naissance aux cellules dendritiques, qui sont des cellules de l'immunité. Mais elle donne naissance également aux globules rouges, aux plaquettes, c'est-à-dire les autres lignées cellulaires sanguines. Mais là, donc, on a représenté que les cellules du système immunitaire. Mais la cellule souche myéloïde, elle donne naissance, c'est-à-dire en dehors des lymphocytes, aux autres lignées cellulaires sanguines, c'est-à-dire les érythrocytes, les globules blancs, donc les monocytes macrophages, la cellule dendritique, le mastocyte, etc. Toutes les autres lignées cellulaires sanguines. On le voit mieux sur ce schéma-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc vous avez tout à fait en haut donc votre cellule hématopoïétique pluripotente. Elle va donner naissance à deux autres cellules souches, la cellule souche lymphoïde et la cellule souche myéloïde. Alors la cellule souche myéloïde, elle donne naissance à la cellule dendritique, au monocyte macrophage, aux granulocytes, donc aux globules rouges, aux plaquettes, etc. Toutes les autres cellules sanguines. Alors, les globules, les granulocytes, vous avez les polynucléaires, vous avez combien de érythrocytes?
Donc vous avez les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires phasophiles. Alors, parmi ces cellules, vous avez des cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique et vous avez des cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire spécifique. Alors, quelles sont les cellules qui appartiennent à la réponse immunitaire spécifique? Les lymphocytes T et les lymphocytes B. C'est les deux seules lignées cellulaires qui appartiennent à la réponse immunitaire spécifique. Ce sont les T et les B. Tout le reste fait partie de votre réponse immunitaire non spécifique. C'est-à-dire les lymphocytes NK. Ce sont des lymphocytes. C'est des lymphocytes qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. Vous avez les polynucléaires avec les trois types qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. Vous avez les monocytes macrophages qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. Et vous avez la cellule dendritique ou les cellules dendritiques qui appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. Et également le mastocyte. Toutes ces cellules appartiennent à la réponse immunitaire non spécifique. D'accord? Et toutes ces cellules, comme on vient de le voir, prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, à l'exception de quelques lignées cellulaires qui font partie du système immunitaire et qui prennent naissance ailleurs. D'accord? Mais la plupart des cellules de l'immunité prennent naissance au niveau de la moelle osseuse. Alors, au niveau de la moelle osseuse, les lymphocytes, les précurseurs, les cellules qui vont donner naissance aux lymphocytes T, ces cellules vont quitter la moelle osseuse. Pour aller où? Pour aller au niveau du thymus. Et les cellules qui vont vous donner naissance aux lymphocytes B restent sur place au niveau de la moelle osseuse. Alors, au niveau de la moelle osseuse, les précurseurs des lymphocytes B donc, vont subir leur maturation au niveau de la moelle osseuse. Reste au niveau de la moelle osseuse, ou alors, où ces cellules vont subir leur maturation. Et au cours de la maturation de ces cellules, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur apprendre à faire la différence entre le soin et le non-soin. Alors, au niveau de la moelle osseuse, les lymphocytes B vont subir la majeure partie de leur maturation. C'est-à-dire qu'en sortant de la moelle osseuse, les cellules ne sont pas tout à fait matures. Elles ne sont pas encore tout à fait matures. Il leur reste une étape de maturation pour devenir totalement matures. Mais la plus grosse partie, donc, se fait au niveau de la moelle osseuse. Ça veut dire, bon, c'est vraiment important, vous avez 4 étapes de maturation qui vont avoir lieu au niveau de la moelle osseuse. Il reste une seule étape qui aura lieu au niveau des organes lymphoïdes périphériques. D'accord? Alors, le lymphocyte B donc, va subir les différentes étapes de maturation. Et qu'est-ce qui est important? Ça veut dire à la fin de la maturation du lymphocyte B, vous allez avoir une cellule mature fonctionnelle. Qu'est-ce qui est important au niveau à la surface d'un lymphocyte B? Bien sûr, il y a beaucoup de molécules qui vont exercer différentes fonctions, mais il y a une molécule qui va exercer une fonction particulière et très importante. C'est le PCR, c'est le plan. Il faut faire la différence après, on verra entre PCR, entre anticorps. Ça se ressemble, mais en fonction de la localisation, donc vous allez donner des langues des appellations différentes. Quand la molécule, messieurs, quand la molécule se trouve, puisqu'il est ici, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous les posez, mais rigolez. Pas la peine, d'accord? Alors. Donc, après on verra la différence entre les différentes localisations, quelles sont les appellations qu'on donne donc, aux différentes molécules. Donc, quand elles sont à la surface de la cellule, donc la molécule elle prend le nom de PCR, c'est-à-dire le récepteur spécifique de l'antigène porté pour le lymphocyte B. Et quand la molécule se retrouve en solution, c'est-à-dire dans les liquides biologiques,
c'est un anticorps. Il va exercer la fonction d'anticorps. D'accord? Alors, la fonction du BCR à la surface de lymphocyte B, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait le BCR? Il reconnaît un agent étranger. Je veux dire la fonction du BCR, c'est reconnaître un agent étranger. L'anticorps en solution, quand il est libéré en solution, un dos, il a d'autres fonctions. Il a plusieurs fonctions. D'accord? Donc ça dépend donc de la localisation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fin de la maturation de lymphocyte B, quand il termine la dernière étape de maturation, vous avez une cellule fonctionnelle, et qui dit fonctionnelle, ça veut dire qu'elle porte un BCR qui peut reconnaître donc un agent étranger. Alors, au cours des 4 étapes de maturation au niveau de la moelle osseuse, on va également donc apprendre en lymphocyte B à faire la différence entre le soi et le non-soi. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Donc les cellules de la moelle osseuse, elles vont présenter les antigènes du soi au lymphocyte B. D'accord? Et quand je dis elles vont présenter les antigènes du soi au lymphocyte B, elles vont le présenter à quelle molécule exactement à la surface du lymphocyte B? Au BCR, parce que c'est lui qui reconnaît les agents étrangers. D'accord? Donc on va présenter au BCR les antigènes du soi. D'accord? Et il s'avère donc qu'au niveau de notre organisme, au niveau des organes atomiques centraux, la plupart des cellules B, la plupart des cellules T reconnaissent le soi avec une forte affinité. Au niveau des organes atomiques centraux. Donc quand on leur présente les antigènes du soi, les BCR et les TCR reconnaissent des antigènes avec une forte affinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des cellules qui sont dangereuses. Ce sont des cellules qui peuvent s'attaquer par la suite donc, aux antigènes du soi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ces cellules qui reconnaissent le soi avec une forte affinité? On va les éliminer. Alors, au niveau de la moelle osseuse, on ne va pas éliminer tous les lymphocytes B qui reconnaissent le soi avec une forte affinité. On va éliminer environ 50% des cellules B qui reconnaissent le soi avec une forte affinité. Ou les autres 50% qui reconnaissent le soi avec une forte affinité, on va les laisser. Premièrement, on les laisse terminer leur maturation et on les laisse quitter la moelle osseuse pour aller où? Pour aller au niveau des organes lymphoïdes périphéries. On verra par la suite pour quelle raison on laisse environ 50% des lymphocytes B qui reconnaissent le soi avec une forte affinité, on va les laisser quand même. Normalement, du moment qu'ils reconnaissent le soi avec une forte affinité, normalement on devrait tous les éliminer. Mais là, donc 50% des cellules donc, sont éliminées, les autres 50% les laissent. Ça c'est pour la moelle osseuse. D'accord? Donc naissance donc, des cellules de l'immunité, organe lymphoïde donc centrale parce qu'elle assure la maturation des lymphocytes B et elle assure également l'apprentissage donc, des lymphocytes B. D'accord? On va passer à un autre organe lymphoïde central, c'est le thymus. Alors, le thymus, donc c'est un organe bilobé, donc qui possède deux lobes. Donc il est situé au niveau du médiastin antérieur. Et bien sûr, c'est le lieu de maturation des lymphocytes T et le lieu d'apprentissage des T. Donc là, c'est la localisation, je n'ai pas le pointeur, mais bon, important. Donc là, vous voyez deux thymus. Vous voyez un thymus de petite taille, un thymus de grande taille, et vous voyez que c'est un organe bilobé, c'est-à-dire donc vous avez deux lobes. Alors, pourquoi vous avez cette différence de taille entre les deux thymus? Parce que le thymus s'atrophie avec l'âge, il évolue avec l'âge, d'accord? Pour ça, vous avez deux thymus de taille différente. Alors, il évolue avec l'âge parce qu'avec l'âge, le thymus, le tissu thymique, il est infiltré par les cellules adipeuses. Et donc, les cellules fonctionnelles vont disparaître. Le reste, donc, ça va être pratiquement des cellules adipeuses, d'accord? Ce que vous voyez en blanc, ce sont les cellules adipeuses qui infiltrent le tissu thymique. Alors, tissu, donc on parle d'organe lympho-épithélial. Pour quelle raison? Parce qu'il est constitué par des cellules épithéliales et par des cellules donc, qui sont par les thymocytes, qui sont les
d'accord, quand ils vont subir leur maturation au niveau du thymus. Alors là, c'est le thymus, une coupe de thymus avec les deux lobes. Alors, votre thymus, donc il est entouré par une capsule qu'on appelle la capsule conjonctive. Les deux lobes sont séparés par ce qu'on appelle la cloison conjonctive. Et donc cette cloison conjonctive va s'infiltrer, donc elle va rentrer au niveau des lobes et elle va délimiter donc ce qu'on appelle des lobules. Donc c'est en niche d'abeille, ce sont des lobules, et le lobule c'est l'unité fonctionnelle de votre thymus. D'accord? Alors, là c'est une coupe de thymus. Donc, en allant, donc ce qui entoure, c'est la capsule conjonctive, elle entoure donc votre thymus, vous avez les lobes thymiques, et juste en dessous de la capsule thymique, qu'est-ce que vous voyez? En allant de la capsule vers le centre, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une différence de densité. Donc, la partie qui est juste au-dessous de la capsule conjonctive, elle est dense. Et en allant vers le centre, la région devient plus claire. D'accord? Donc, il y a une différence de densité entre les deux parties. D'accord? Qui s'explique par quoi, à votre avis? C'est ce qu'on voit ici. Hein? D'accord, c'est ce que vous voyez. Donc, ce côté-là, là. Vous voyez une coloration donc, qui est dense juste sous la corticale, sous la capsule, et puis, donc, ça s'éclaircit vers le centre. Alors, à votre avis, ça s'écrit par quoi? Oui, monsieur. Donc, premièrement, les éléments partis de la densité, mais on explique tout ça par quoi? Et à notre explication. Ce que je viens de dire pour les lymphocytes B s'applique aux lymphocytes T, c'est la même chose. Premièrement, les lymphocytes, les précurseurs des lymphocytes T, quand ils quittent la moelle osseuse pour aller au niveau du thymus, ils rentrent par la partie sous-capsulaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle la zone corticale. D'accord? Qui est juste sous la capsule. C'est la zone corticale. Et quand vous allez vers le centre, c'est la médullaire. Ce qui est clair, c'est la médullaire. Ce qui est dense, c'est la corticale. D'accord? Donc au niveau de la corticale, vous avez donc les cellules qui arrivent de la moelle osseuse. Donc elles vont se retrouver au niveau de la corticale. Donc, au niveau de ces cellules, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cellules qui sont vierges. Elles vont commencer à subir leur maturation pour vous donner, pour passer de cellules immatures vers des cellules matures fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une multiplication de vos cellules. Les cellules vont se multiplier. Et donc, en se multipliant, leur nombre va augmenter. On est bien d'accord. Donc, elles augmentent le nombre. C'est pour ça que vous avez donc une forte densité qui est due à la multiplication des cellules à ce niveau-là. Après, la maturation, elle se fait progressivement de la corticale vers la médullaire. D'accord? Donc, en allant vers la corticale, donc au niveau de la corticale, vous allez avoir les premiers stades de maturation des précurseurs des lymphocytes. Et en allant vers la médullaire, donc, ces cellules vont commencer, c'est-à-dire à subir donc, les différentes étapes de maturation. À la fin, donc, au niveau de la médullaire, donc, les cellules vont terminer leur maturation. D'accord? Et la maturation se fait de la corticale vers la médullaire. Alors, mais comment expliquer la différence de densité? Ça veut dire quoi? Quand vous avez une différence de densité comme ça veut dire que le nombre de cellules, il a considérablement diminué. Parce que ce sont des cellules en fait, au niveau de la corticale et au niveau de la médullaire. Ça veut dire qu'il y a une diminution importante de vos cellules de la corticale vers la médullaire. Qui s'explique par quoi? Oui, monsieur. Il y a une élimination des atomes qui connaissent le soir. Le soir de comptabilité. Il n'y a pas que ça, d'accord? Il y a sa réduite. Vous avez au niveau des organes centraux, que ce soit au niveau de la moelle osseuse, au niveau du thymus, vous avez une double sélection. Vous avez ce qu'on appelle la sélection positive et vous avez la sélection négative. Donc, au cours de la maturation, on commence par la sélection positive. Ça veut dire quoi?
il y a des morts, il y a des avortements, etc. Parce que tout simplement, il y a des problèmes au niveau donc, des fœtus. Donc les fœtus, donc, où il y a un problème, donc ils vont être éliminés, il y a des avortements, des morts utéraux, etc. Donc ils ne sont pas viables, si vous voulez. C'est la même chose pour les cellules. Les cellules qui possèdent un problème, qui ont un problème quelque part, c'est des cellules qui ne sont pas viables et qui vont être éliminées. Mais ça compte sur la suite. Donc c'est des cellules à la fin qui ne sont pas fonctionnelles. Donc tout ce qui n'est pas, donc, là où il y a un problème, toutes les cellules qui ont un problème quelque part, elles vont être éliminées. Et on le garde, on ne sélectionne que ce qui est normal, que les cellules normales. C'est ça la sélection positive, parce qu'on ne va prendre que les cellules normales. C'est ce qu'on appelle la sélection positive. Déjà, vous avez un certain nombre de cellules qui vont partir. On est bien d'accord. Donc ça, c'est la première sélection, c'est la sélection positive. Et la sélection négative, quand les lymphocytes terminent leur maturation, quand je dis les cellules terminent leur maturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cellules possèdent un TCR qui est fonctionnel, d'accord? C'est ça ce qui nous intéresse, parce que c'est le TCR, donc il va assurer la fonction de reconnaissance. Donc à ces cellules donc normales qu'on a sélectionnées positivement et qui ont terminé, à qui on a permis de terminer la maturation, c'est-à-dire on leur a permis d'acquérir un TCR, à ces cellules, on va présenter les antigènes du soi. On est bien d'accord? Et donc, tous les TCR et tous les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une forte affinité, qui vont être tous éliminés. On élimine une partie, on élimine une partie, là, on va tout éliminer. On va tout éliminer. Pour les gens qui sont pour toute l'élimination de tous les thymocytes, ils le disent. Pour ceux qui sont d'accord. Pour ceux qui disent, ils ne sont pas tous éliminés. Quand ils sont tous éliminés. Non, il y a une explication, je peux poser la question du gars. Pour rien. Quand ils sont tous éliminés, pourquoi ils ne sont pas tous éliminés? Réfléchissez. Est-ce que vous avez des maladies auto-immunes ou non? Vous avez des maladies auto-immunes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez des maladies auto-immunes. Pourquoi? Ça veut dire que tous les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une contamination, ils ne sont pas tous éliminés. Parce que si on éliminait tous les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une contamination, personne n'aurait de maladie auto-immune. On est bien d'accord. Ça s'explique par ça, tout simplement. D'accord? Donc on va laisser quand même une partie de lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une contamination. On va les laisser. Donc, et ils vont se retrouver par la suite au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Mais, à la différence des lymphocytes PP, on va éliminer pratiquement tous les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une contamination. Du coup, une petite partie seulement qui reconnaît le soi avec une contamination et qui n'est pas éliminée, qui échappe à la sélection négative. On verra par la suite pourquoi la sélection négative elle est rigoureuse et stricte pour les lymphocytes et pourquoi elle ne l'est pas pour les lymphocytes B. Pour les T, c'est d'abord 50%. Pour les T, donc pratiquement tous les T sont éliminés. Bon, la différence de densité réduite, ça veut dire que la plupart des lymphocytes au niveau de la thymus, la plupart sont éliminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la plupart reconnaissent le soi avec une forte affinité. Ça veut dire que vous avez environ 90 à 95% de lymphocytes qui subissent leur maturation au niveau du thymus, c'est des T qui reconnaissent le soi avec une forte affinité. Et on va éliminer leur majorité. La majeure partie est éliminée. Ça veut dire une sorte du thymus qu'environ 5 à 10% des lymphocytes, entre lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une faible affinité et lymphocytes qui ont échappé à la sélection négative, donc, et qui vont se retrouver également au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Et donc, vous avez vraiment une nette différence de densité entre la médulaire et entre la corticale. Bien sûr, que les collègues se soient avec une faible activité. Donc, ils vont défendre contre tout ce qui est étranger. Et ceux qui reconnaissent le soi avec une forte activité, s'il vous plaît, donc, ils vont
soi. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que tous les T donc, qui reconnaissent le soi avec une forte affinité se retrouvent au niveau des organes périphériques? Est-ce qu'ils vont tous s'attaquer au soi? Ils vont s'attaquer de façon systématique au soi. Numéro, dès qu'ils se retrouvent au niveau des organes périphériques, est-ce qu'ils vont tous s'attaquer? Donc chez toutes les personnes, donc c'est la société qui vont s'attaquer au soi. Allez, pourquoi? Ils reconnaissent le soi avec une forte affinité. Normalement, dès qu'ils tombent sur les antigènes du soi, ils vont les attaquer. Alors, pourquoi vous dites non? Et pour les gens qui sont d'accord, pourquoi ils disent? Oui, monsieur. Parce que c'est pas tous les gens qui ont des maladies auto-immunes. C'est pas toutes les personnes qui font des maladies auto-immunes, c'est ça la réponse. Nous ne faisons pas tous des maladies auto-immunes, on est bien d'accord. Il y a certains d'entre vous qui vont faire, d'autres qui ne font aucune maladie auto-immune. C'est pour cette raison que les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une forte activité, qui se retrouvent au niveau des organes nerveux périphériques, ce sont des lymphocytes qui sont contrôlés, ils vont être contrôlés à la périphérie. On ne va pas les laisser s'attaquer au soi. Il y a des mécanismes qui sont mis en jeu au niveau des organes périphériques et qui vont empêcher les lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une forte affinité donc d'agir. On est bien d'accord. Mais il arrive, donc dans certaines circonstances, chez une personne bien particulière, donc, où donc, vous allez avoir un certain nombre de facteurs qui vont s'additionner. Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle une rupture de la tolérance au soi. C'est-à-dire les mécanismes mis donc, en jeu, qui sont mis au niveau des organes de la périphérique pour empêcher les T d'agir, donc ils vont être court-circuités. Il va y avoir un problème au niveau donc, de ces mécanismes-là, ce qui va entraîner une rupture de la tolérance au soi et l'apparition de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc chez nous tous, on a beaucoup, nous avons des lymphocytes qui reconnaissent le soi avec une forte affinité au niveau de nos organes lymphoïdes épithéliques. Nous avons tous des mécanismes qui contrôlent ces lymphocytes, donc qui reconnaissent le soi et T qui reconnaissent le soi avec une forte affinité. Mais chez certains d'entre nous, donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont s'additionner à un moment bien précis. Vous avez un clou devant vous, là, chez moi. Donc, ils vont s'associer à un moment donné de notre vie, donc, pour entraîner l'apparition d'une maladie auto-immune. Pourquoi je dis à un moment précis de notre vie? Parce qu'une personne qui est prédisposée à faire une maladie auto-immune, elle n'a pas fait, par exemple, il y a 10 ans. Pourquoi elle ne la fait pas maintenant? Pourquoi elle va la faire plus tard, par exemple? Elle est prédisposée normalement. Pourquoi elle ne fait pas la maladie maintenant? Pourquoi elle va la faire plus tard? Parce que tous les facteurs ne se sont pas encore réunis donc, pour déclencher la maladie auto-immune. Il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui s'associent à un moment donné de cette personne pour déclencher la maladie auto-immune. Et même pour une personne qui est prédisposée génétiquement à faire une maladie auto-immune, s'il n'y a pas d'autres facteurs qui s'associent donc à la prédisposition génétique, elle ne fera jamais la maladie auto-immune, elle ne déclenchera pas la maladie tant que les autres facteurs ne se sont pas associés donc, à la prédisposition génétique. Parce que les maladies auto-immunes, vous avez la prédisposition génétique, c'est-à-dire l'échelle, donc les maladies auto-immunes qui s'associent à ce qu'on appelle les facteurs de l'environnement. Donc, parmi les facteurs de l'environnement, qu'est-ce qu'on peut citer comme facteur important qui peut déclencher d'ailleurs toutes les maladies, toutes les pathologies? Pollution. C'est le stress. Non, ce n'est pas les perturbations hormonales. Les perturbations hormonales font partie des facteurs de l'environnement. Mais le facteur stress, c'est le facteur déclenchant de toutes les pathologies, parmi lesquelles les maladies auto-immunes. D'où il faut savoir, bien sûr, gérer son stress pour éviter. Mais il n'y a pas que le stress, il n'y a pas que le facteur stress. Parce que si vous prenez une personne donc, qui a déclenché une maladie auto-immune, il y a la prédisposition génétique, il y a le facteur stress, et il y a d'autres facteurs qui doivent s'ajouter à tous ces facteurs-là pour déclencher une maladie auto-immune. On est bien d'accord.
se développe. Alors, ça c'est pour les organes lymphoïdes centraux. Donc, mal seul, sinus. Alors, on passe aux organes lymphoïdes périphériques. Alors, les organes lymphoïdes périphériques, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les posez. Vous pouvez m'interrompre, vous posez dans vos questions. Les organes lymphoïdes périphériques, oui. Pour les organes lymphoïdes centraux, ce sont des organes qui sont situés en dehors des voies de pénétration des agents étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents étrangers ne transitent pas et ne passent pas par les organes lymphoïdes centraux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur développement est indépendant donc, de ces agents étrangers. D'accord? Par contre, pour les agents, pour les organes lymphoïdes périphériques, qui sont représentés par la race des ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde associé au muqueuses, donc c'est tout à fait normal que les agents étrangers passent par ces organes, parce qu'ils représentent le lieu où vous allez avoir le contact entre les agents étrangers et les cellules de l'immunité. D'accord? Donc les agents étrangers passent par ces organes-là, et donc leur développement est dépendant donc, des agents étrangers. D'accord? De ces agents étrangers. Alors, on va commencer par les ganglions lymphatiques. Alors, les ganglions lymphatiques, ce sont de petits organes arrondis pour l'hémisphère, qui ont donc la forme d'un vin, si vous voulez. Alors, vous avez environ 1000 ganglions lymphatiques au niveau de votre organisme, et bien sûr, ils sont éparpillés un peu partout. On va retrouver partout des ganglions lymphatiques. Si on les retrouve partout, ça veut dire qu'il y a certaines fonctions. Ils sont partout, ces ganglions lymphatiques. Ça veut dire qu'ils surveillent notre organisme. Ils sont là pour nous protéger et pour surveiller notre organisme. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ils vont le prendre en charge. D'accord? Et ils sont disposés sur le trajet des voies lymphatiques. Bien sûr, vous avez des vaisseaux lymphatiques, vous avez la lymphe, et vous avez la circulation lymphatique qui est parallèle à la circulation sanguine. D'accord? Alors là, comme vous voyez en vert, c'est la circulation lymphatique avec les ganglions lymphatiques que vous retrouvez un peu partout au niveau de votre organisme, ce qui fait de ces organes lymphoïdes, donc des organes de surveillance. Alors, je crois que je vais passer carrément au schéma. Là, donc, vous avez une coupe de ganglions lymphatiques. Alors, la coupe du ganglion lymphatique, elle ressemble à la coupe du Siemens, c'est la même chose. Alors, au niveau des organes lymphoïdes, que ce soit les organes lymphoïdes centraux périphériques, surtout les périphériques, donc le tissu lymphoïde, vous pouvez le trouver éparpillé dans le tissu ou bien organisé. Donc, c'est-à-dire, il est organisé sous une forme, on va voir. Alors, votre ganglion possède deux parties. Vous avez deux faces, vous avez la face convexe et la face concave. D'accord? Alors, juste sous la capsule donc, qui entoure votre ganglion, vous avez en vert la zone corticale. D'accord? Juste au-dessous de la zone corticale, ce qui est en bleu, c'est la zone paracorticale. Et tout à fait au centre, en blanc, c'est la zone médulaire. D'accord? Alors, la corticale et la paracorticale, certains ouvrages sur la corticale, tout court. D'accord? Il y a beaucoup d'histoires corticales. Mais il y a certaines qui la décortiquent entre corticale, paracorticale, subcorticale, d'accord? Mais c'est la corticale. Et généralement, vous avez deux parties, corticale et médulaire. Vous qualifiez ceux qui décortiquent, corticale, paracorticale, médulaire. Bon, c'est pas important. Alors, vous avez, au niveau de la partie convexe, vous avez un vaisseau lymphatique. Alors, c'est lequel? C'est le vaisseau lymphatique afférent. Il va ramener la lymphe. Donc, la lymphe, elle rentre dans le ganglion lymphatique par le vaisseau lymphatique afférent. La lymphe, elle vient d'où? Quand elle arrive au niveau du ganglion, elle vient d'où? Elle vient des tissus. On coupe les tissus, et des tissus, elle arrive, elle rentre dans le ganglion. Quand elle rentre dans le ganglion, qu'est-ce que vous allez retrouver au niveau de la lymphe? Vous allez retrouver des agents étrangers qui proviennent des tissus. Elle collecte donc les matières, tout ce qui est étranger
lymphatique, à où elle va être purifiée. Donc elle va être débarrassée de tout ce qui est étranger. Et elle va être débarrassée par quoi exactement? Par les cellules de l'immunité, donc qui sont situées au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Ils vont débarrasser la lymphe de ces déchets. On garde la lymphe de ce qu'elle fait, elle sort par la partie concave du ganglion lymphatique. Par quel vaisseau? Par un autre vaisseau qu'on appelle le vaisseau lymphatique efférent. D'accord? Ou bien elle n'arrête pas dans un seul sens. Même le corps de la partie convexe vers la partie concave. On ne fait pas l'inverse. Tissu, ganglion lymphatique, elle montre son ganglion dans la partie convexe et elle sort du ganglion dans la partie concave. On va la lymphe, la circulation lymphatique, elle va se jeter par la suite au niveau de la circulation sanguine. Là, il faut revoir, donc, si vous voulez, votre cours, je vais faire une déroule exactement. Alors, c'est important, déroule partout, d'accord? Alors, c'est ce qu'on voit ici. Alors, votre ganglion, bien sûr, il est vascularisé. Il y a des vaisseaux sanguins vascularisent dans votre ganglion. C'est ce que vous voyez au niveau de la partie concave. Donc, vous avez une partie qu'on appelle le île. Et au niveau du île, vous avez le vaisseau lymphatique efférent par où sort. Et vous avez une veine et une artère, donc qui vascularisent votre ganglion. D'accord? Alors, les lymphocytes et les lymphocytes B et les cellules de l'immunité, quand ils quittent les organes lymphoïdes centraux, ils vont partir bien sûr où vont aller au niveau des organes lymphoïdes périphériques et ils vont se localiser dans des zones bien précises. Les lymphocytes T vont se localiser au niveau de zones dites T dépendantes. D'accord? Là, B indépendantes. D'accord? Comme vous voulez. Et les lymphocytes B vont se localiser au niveau de des zones dites B dépendantes ou la T indépendante. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des zones mixtes, où vous allez avoir des lymphocytes T et des lymphocytes B. D'accord? Quand la lymphe arrive avec les agents étrangers, les cellules de l'immunité la débarrassent et le contact donc, des cellules de l'immunité avec les agents étrangers vont vous donner ce qu'on appelle des réponses immunitaires. Et tout le monde, vous avez vu, vous avez par exemple l'immunité au niveau de la vous allez avoir quoi? Parfois, vous allez avoir l'adénopathie. Donc, une adénopathie du ganglion central de la région lymphatique. Et l'adénopathie, c'est une augmentation du volume donc, du ganglion lymphatique. Et elle est due à quoi? Elle est due à votre réponse par la réponse immunitaire, c'est-à-dire elle est due au contact donc, des cellules de l'immunité avec l'antigène. D'accord? Alors, comment il se passer? Vous aimez, par exemple, avoir un agent une blessure à ce niveau-là. Donc, il y a un agent qui rentre dans la peau. Il va être pris en charge par une cellule de la réponse immunitaire spécifique. Précisément la cellule dendritique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle migre, elle le capture, elle le phagocyte, elle migre avec. Positif, elle va migrer sur le ganglion lymphatique qui reste le territoire de la tête. Et donc, les cellules donc, de l'immunité vont prendre en charge les agents étrangers. Et qui dit contact de l'agent étranger avec la cellule, donc la cellule, elle va quoi? Une fois qu'elle a contrôlé l'agent étranger, elle est activée. Une fois qu'elle est activée, elle va se multiplier. Donc, à partir d'un petit nombre de cellules, vous allez avoir beaucoup de cellules, ce qui explique l'augmentation de taille de votre ganglion lymphatique. Quand l'agent étranger est éliminé, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire les cellules vont reprendre leur taille normale et la taille de votre ganglion va reprendre sa taille normale. Là, donc, ce que vous voyez en jaune, avec au centre un truc blanc, il y a comme un cercle blanc. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle des follicules lymphoïdes. Alors, des follicules lymphoïdes, c'est du tissu lymphoïde
organisé en follicules. C'est comme il y a du tissu lymphoïde qui est diffus, et vous avez du tissu lymphoïde qui est organisé en follicules. Alors, là, lorsque vous voyez en jaune, c'est des follicules, vous avez, je crois bien seulement, si je ne pas dire ici, je crois que c'est des lymphocytes B. D'accord? Alors, la différence de ça, donc vous avez de petits follicules, vous avez des follicules de moyenne taille et vous avez des follicules de grande taille. Donc la différence de taille, ça s'explique par le petit follicule. Donc ça veut dire que le follicule est au repos, il n'est pas entré en contact avec l'agent étranger, et le follicule de grande taille, donc ça veut dire que votre follicule, les cellules à ce niveau-là, sont entrées en contact avec l'agent étranger, elles se sont multipliées et le follicule a augmenté de taille. D'accord? Ça c'est pour les ganglions lymphatiques. Alors, on passe donc à un autre organe lymphoïde, c'est la rate. Et puis, en fonction de la voie d'introduction de l'antigène. Quand l'antigène rentre par le tissu, il va se retrouver au niveau de quel organe secondaire? Vous allez voir. Quand il rentre par le tissu, il se retrouve au niveau du ganglion lymphatique qui serait le territoire concerné. Quand il rentre par le sang, il se retrouve au niveau de la rate, parce que la rate elle est traversée, donc elle est branchée donc, sur la circulation sanguine. Quand il rentre par la bouche, par le nez, par les yeux, on trouve au niveau du masque, au niveau du tissu lymphoïde associé au niveau cœur. Donc ça dépend donc, de la voie d'introduction de votre antigène. Il va se retrouver dans tel ou tel organe lymphoïde périphérique. Alors, maintenant c'est très schématique. Alors, votre rate, c'est un organe lymphoïde secondaire qui se trouve au niveau de l'hippocampe gauche. Donc, elle est constituée de deux parties. Vous avez la pulpe rouge et la pulpe blanche. Alors, la pulpe rouge, elle représente 80% du tissu splénique et la pulpe blanche, elle représente environ 20% donc, du tissu splénique. Et votre tissu lymphoïde, votre cellule de l'immunité, se retrouve au niveau de la pulpe blanche. C'est-à-dire le système immunitaire au niveau de la rate, donc il est retrouvé au niveau de la pulpe blanche. Alors, ce qu'on voit ici, donc vous avez ici un noir, donc c'est une ramification artérielle. Et autour de la ramification artérielle, vous avez votre tissu lymphoïde et votre tissu à ce niveau-là, comme au niveau du ganglion lymphatique ou là ailleurs, il est soit diffus, soit organisé donc, en follicules lymphoïdes. Et vous avez également des zones T dépendantes, des zones B dépendantes et vous avez des zones mixtes. Quand le sang arrive au niveau de la masse, donc par l'artère splénique, donc il est donc chargé de déchets, il va être débarrassé donc, de ces déchets par les cellules de l'immunité au niveau de la pulpe blanche et vous allez avoir des réactions immunitaires au niveau de votre pulpe blanche. Et vous avez, je ne sais pas, donc vous êtes en troisième année, je ne sais pas si vous avez commencé vos stages, vous avez tous palpé donc une rate, hypertrophiée, là, certains d'entre vous, on n'ouvre pas trop. Et donc, l'augmentation du volume de la race en niveau excellent, c'est tout ce qui est non négatif. Et donc, vous pouvez avoir donc, vraiment des rates de grande, de très grande taille. Donc, cette augmentation en volume, elle est due au contact des antigènes avec des cellules de l'immunité. Alors, bien sûr, au niveau de la pulpe rouge, vous avez également d'autres fonctions. Donc, elle représente une zone de stockage des plaquettes. Donc, la pulpe rouge. Donc, il y a, si vous voulez, de destruction des globules rouges, etc. D'accord? Donc, il y a également d'autres fonctions. Mais la fonction immunitaire, elle a lieu au niveau de la pulpe blanche. D'accord? Alors. Et le dernier organe lymphoïde secondaire, c'est le tissu lymphoïde associé au muqueuse, c'est ce qu'on appelle le masque. Alors, le tissu lymphoïde associé au muqueuse, donc il s'étend sur une grande surface qui va donc des voies aériennes supérieures jusqu'aux voies
Alors, c'est-à-dire au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau du nez, donc des muqueuses nasales, au niveau donc, de l'estomac, au niveau de toutes les muqueuses, donc vous avez du tissu labouré qui est soit diffus, soit donc organisé. Et je vais parler d'une seule donc, organisation, d'un seul tissu labouré organisé, donc on retrouve au niveau de l'intestin, et plus particulièrement, je vais parler donc, de ce qu'on appelle la plaque BR, donc qui ressemble au ganglion lymphatique, et qu'on retrouve au niveau donc, des intestins. Alors, ici, donc vous avez en haut la lumière intestinale et vous avez les cellules de votre épithélium, de votre muqueuse, les cellules épithéliales, et en dessous, vous avez la sous-muqueuse. D'accord? Et donc, entre les cellules, qu'est-ce que vous voyez en violet? Vous avez quelque chose qui ressemble, qui possède un pseudopode comme ça. C'est qui en violet, c'est une cellule dendritique. La cellule dendritique, elle possède ce qu'on appelle des pseudopodes, des prolongements comme ça. Alors, et vous voyez, il y a un pseudopode qui sort au niveau de la lumière intestinale. D'accord? Qu'est-ce que fait donc la cellule? C'est une cellule sentinelle. Donc la cellule dendritique, c'est une cellule qui surveille également notre organisme et qui est retrouvée un peu partout. Elle est tissulaire, elle est retrouvée un peu partout. Là, elle est retrouvée au niveau du tube digestif, au niveau du manque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet des pseudopodes dans la lumière intestinale. Dès qu'il y a quelque chose qui passe dans la lumière intestinale, elle le capture. Grâce à ces pseudopodes. Elle le capture. Une fois qu'elle le capture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc migrer avec, soit au niveau de la plaque de PR, qui est juste sous la muqueuse, la plaque de PR, soit elle va aller où? Elle va aller au niveau du ganglion lymphatique qui brève ce territoire-là. On va avoir un ganglion lymphatique et vous avez sous la muqueuse la plaque de PR. La plaque de PR, elle est organisée de la même façon que le ganglion lymphatique. C'est la même chose. Vous avez des zones T dépendantes, des zones B dépendantes et vous avez des zones mixtes. Donc, la cellule dendritique, elle scrute la lumière intestinale, et il y a l'agent végétal, elle va capturer, elle migre avec soit au niveau de la plaque de PS, soit au niveau du ganglion lymphatique qui draine de ce territoire, et bien sûr, la cellule dendritique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va présenter les agents qu'elle a capturés aux cellules de l'immunité. Donc les cellules de l'immunité rentrent en contact avec l'agent étranger et bien sûr vous allez avoir une réaction immunitaire, augmentation de la taille soit de la plaque de PR, soit du ganglion lymphatique, élimination de l'agent étranger et tout va rentrer dans l'os. Et tout votre tissu lymphatique associé aux muqueuses donc possède un tissu lymphatique qui est soit diffus, soit organisé. Alors, au niveau du tissu lymphatique associé aux muqueuses, vous avez des anticorps. Quels sont les anticorps qu'on retrouve au niveau des muqueuses? Les IgA. Alors, les anticorps, comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous avez les anticorps, donc ce sont, c'est un ensemble de PCR, donc qui est à la surface de l'air B, mais qui possède d'autres fonctions. Le PCR assure la reconnaissance des agents étrangers et les anticorps, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont éliminer ces agents étrangers. Alors, vous avez 7 anticorps dans votre organisme. Donc, vous avez l'IgG, vous avez l'IgM, vous avez l'IgA, vous avez l'IgD et vous avez l'IgE. Au niveau des muqueuses, les anticorps présents à ce niveau-là, ce sont des anticorps de classe IgA. Et plus précisément, c'est des IgA sécrétoires. Parce que vous avez des IgA séniques et vous avez des IgA que vous retrouvez au niveau des sécrétions. Au niveau des muqueuses, ce sont des IgA